Et oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et oui, on est aujourd'hui mardi. Ah oui, le temps passe si vite quand même. Bon, enfin, toujours est-il que je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau volet de l'histoire des marques de matériel agricole. Alors bien entendu, je remercie les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, ainsi que toutes les personnes qui ont laissé un commentaire, comme par exemple Richard Rudy sur la vidéo de la Matador Standard et Gigant, ainsi que Patrick Sylvie Doquier qui a laissé un commentaire qui me dit que la Sénator allait bien aussi. Oui, effectivement, la Sénator ainsi que la Mercator et les premières Dominator, bon d'ailleurs même la suite des Dominator marchait très bien, c'est toute une époque, c'est tout, voilà, c'est beaucoup de souvenirs. Ainsi que Camille Saruel qui me dit aussi que bonjour, l'évolution des commandes variateurs et commandes électriques est arrivée avec les Dominator SL dans les années 83. Sinon, belle vidéo, signé Camille. Merci Camille, ça fait énormément plaisir. Alors, si comme vous avez envie de partager des commentaires, d'interagir, je réponds à tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, ou voire des fois limite injurieux. Mais bon, alors il m'en faut plus que ça pour me déstabiliser. Je sais que tout n'est pas parfait, je sais que mes vidéos ne sont pas parfaites, mais bon, voilà, hein, moi, je suis là pour apporter un petit peu de détente et puis les informations que j'ai pu recueillir. Bon, après, je peux pas plaire à tout le monde, bien entendu. Alors voilà, alors si vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner via le petit lien en bas à droite de la vidéo. Hein, vous cliquez sur s'abonner. Le petit pouce bleu qui va bien, les commentaires, ça fait énormément plaisir de pouvoir interagir avec vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque, oui, incontournable du monde agricole, qui n'est autre que Dutch Farm. Mais on développe tout cela juste après le générique. Et oui, en effet, la marque Dutch Farm est née en 1968. En même temps que moi, hein, moi aussi je suis né en 1968. Pour rappeler à certaines personnes dans certaines vidéos qui me disent que je suis un gamin, bon à 57 ans, je n'ai pas la prétention de tout connaître, d'avoir tout vu, d'avoir cassé 4 pattes à un canard, ni d'être plus vieux que mon arrière-grand-père. Mais enfin, bon, depuis l'âge de 6 ans et demi que je suis dans l'agricole, bon, hein, d'accord, ok. Alors bon, voilà, toujours, c'était voilà, la petite parenthèse. Alors donc, comme je vous disais, Dutch Farm est né en 1968, suite à la prise de contrôle de la majorité du capital social de Farr. Importante entreprise qui au siècle précédent produisait déjà des outils agricoles pour le groupe Kloeckner Humboldt Dutch AG, soit en abréviation KHD. Mais commençons déjà par le début, l'histoire de Farr. Ah, bah oui, il faut bien commencer par un début. Farr existait, bien entendu, et donc la société Farr a été fondée par Farr dans la seconde moitié du 19e siècle. En effet, la moissonneuse lieuse de 1911 figure, elle, parmi ses produits les plus significatifs, tandis que le premier tracteur, le Farr F22 au moteur bicylindre Dutch F2M 414 de 22 chevaux est construit en 1938 d'après une idée de Wilfried Farr et de Bernhard Flerlaz, je vais y arriver, bien entendu.
Bon, allez, le premier projet prend forme pour donner vie en 1940 au phare T22 et à partir de 1942 au phare All-Gas Sleepers AZ-25. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise doit s'adapter aux nouveaux besoins en élargissant sa gamme de produits. Parmi les différents modèles, le phare D30W en 1949 et cette même année aussi du D15, le D12M lui arrivera en 1953 ainsi que le D17N. Le D90 suivra l'année suivante et le phare D180H en 1954. En 1961, KSD relève 25% des actions phares. L'acquisition et la prise de contrôle totale des usines et de l'activité commerciale interviennent seulement en 1977. Évidemment, phare produit différents modèles, comme des machines-outils pour le travail de la terre, des broyeurs à fourrage, des batteuses, des moulins à blé, des fraises, des produits étreuils dans les années 1870. Machines pour la récolte des fourrages, fausseuses, faneuses, endaineurs. Machines pour la récolte des céréales, moissonneuses, moissonneuses et moissonneuses batteuses. Machines pour la récolte du foin et de la paille, comme les presses à balles rondes, enrubaneuses, broyeurs de paille, broyeurs à maïs, remorques autochargeuses, et ainsi que les machines pour le transport, la fertilisation et le travail de la terre. Mais pour en arriver à Dutch Phare, bien entendu, il y a eu l'histoire de Phare, mais il y a eu en parallèle l'histoire de Dutch. En effet, en 1864, Nicolaus August Otto et Eugen Langen fondent la NA Auto et compagnie à Cologne. La première usine de moteurs au monde, devenue plus tard en 1938, pardonnez-moi, Klöckner Humboldt Dutch AG. C'est en 1867, reconnaissance du moteur à gaz atmosphérique développé par NA Auto et E. Langen à l'exposition universelle de Paris avec excusez-moi du peu, la médaille d'or pour la machine à propulsion la plus économique pour la petite industrie. En 1872, agrandissement, bien entendu, de l'usine et fondation de la société par Action. Gasmotoren Fabrique Dutch AG, en abrégé GFD. 1876, Nicolaus August Otto complète le moteur à 4 temps, à compression utilisable pour tous les types de carburants depuis début, on va dire que c'est le début de la motorisation mondiale au départ de Cologne. En 1884, Otto dévoile l'allumage à magnéto à basse tension. Ce système d'allumage électrique est racheté par Robert Bosch pour son activité. D'où le nom, les usines Bosch. Bon, 1894, la production de locomotives actionnées par des moteurs auto et des tracteurs commence à Philadelphie aux États-Unis. 1907, début de la production en série des moteurs diesel auprès de GFD. Entre 1907 et 1912, sous la direction de l'italien Bugatti, on construit à Cologne certains modèles automobiles. Eh oui, comme quoi on peut être ingénieur dans l'agricole tout en étant capable de produire des automobiles. 1914, c'est le 50e anniversaire de Dutch,
On a produit jusqu'alors des moteurs pour une puissance totale, je veux dire cumulée, bien entendu, de 90 000 chevaux. 3 400 ouvriers et 700 employés travaillent pour l'entreprise. En 1921, Consortium, en association avec Motoren Fabrik Oberrussel AG et modification de la raison sociale en Motoren Fabrik Dutch AG. En 1927, Dutch construit à Cologne son premier tracteur routier à moteur diesel sans compresseur. Le Dutch MTH 222 de 14 chevaux doté de 2 marches avant et d'une marche arrière. En 1930, fusion de Motoren Fabrik Dutch AG avec Maschinen Bürostelt Humboldt AG. Alors, excusez-moi pour la prononciation, c'est pas toujours évident. Qui, elle, était fondée en 1856 et Motoren Fabrik Oberrussel AF, fondée en 1892 en Humboldt Dutch Motoren AG. À partir de 1934, elles produisent le Dutch F2M 315 en 1935, le Dutch F3M 317 voit lui le jour en 1936. Le tracteur du peuple, comme l'était un peu la Volkswagen avec la coccinelle qui avait été bâtie voiture du peuple. Mais bon, le F1M 414 à moteur monocylindre d'une puissance de 11 chevaux est équipé de refroidissement à l'eau. C'est le premier tracteur à être produit en série. Il donne un élan décisif à la mécanisation des petites exploitations agricoles allemandes. Le F1M 414 est construit jusqu'en 1951. Suit la production de tracteurs à moteur refroidi par air jusqu'en 1959. En 1936, achat de la société Fahrzeugfabrik CD Mazirus AG Dülm, constructeur de camions. En 1937-1938, Klöckner est racheté. Eh oui, d'où la nouvelle dénomination KHD. Klöckner Humboldt Dutch AG. Et ça fait partie des plus grands conglomérats du Reich et couvre tous les secteurs de l'industrie des moteurs. Automobiles, camions, tracteurs, navires, avions, et puis bien entendu, et trains. De lourdes dévastations dues à la guerre entraînent le blocage de la production durant l'hiver, qui est à cheval entre 1944 et 1945. C'est à la fin de la guerre, les sites de Cologne, notamment, sont détruits à plus de 74%. C'est en 1945 que la phase de reconstruction débute avec un grand engagement. 1950, 5 années après la fin de la guerre, la situation et la production retournent à la normalité personnelle, c'est-à-dire 13 000 employés, production de 40 000 moteurs d'une puissance totale de 1,5 million de chevaux, 10 000 tracteurs, 6 000 véhicules industriels. Le chiffre d'affaires alors s'élève à 300 millions de marques. C'est le début de l'époque des moteurs refroidis à l'air, le premier est le F1L 514 de 15 chevaux. Au cours de cette période, Dutch introduit également la prise de force directe à double embrayage. Grâce au D25, qui est lui sorti en 1958, et du D40 cette même année, et le D15 qui sortira en 1959, à moteur de dernière génération FL 712 et suspension avant, améliorant le confort de conduite. Dutch rencontre un énorme succès en matière de vente. En 1952, l'Argentin fait Ciaida
fait sous licence les premiers tracteurs Dodge près de la ville de Canuelas, province de Buenos Aires. 5 modèles, 3 refroidis par air et 2 refroidis à l'eau, comme le Dodge F1L 514, Dodge F2L 514, Dodge F3L 514, ainsi que le Dodge F3 410M 417 et le Dodge F2M 417. En 1953, début de la production de tracteurs à chenilles. Et oui, Dodge a fait des tracteurs à chenilles. En 1958, introduction de la série des tracteurs D. On en a... tout le monde n'en a pas connu, mais il en existe encore. Dont le modèle rencontrant le plus grand succès n'est autre que le D40. C'est à partir de 1962 que les machines sont fabriquées et équipées, enfin elles sont équipées du réglage hydraulique. Dodge Transfermatic System, peu avant la fin de la série. En 1964, le premier Dodge 6 cylindres est lancé. La puissance délivrée pour le D80 est de, à cette époque, 75 chevaux. Rappelons-le, nous sommes en 1964. En 1959, c'est un accord qui est signé en Argentine avec la Cantabrica pour la production des tracteurs et d'outils agricoles dans la ville de Haido à Buenos Aires. Les premiers modèles sont les suivants: le Dodge D35, le D30, le D55 et la série locale A, comme le Dodge A110 ou le A70-26, le A70, le A45, le A40 ou A40P, ou le Dodge A35, A30 et le A55. En 1964, le logo de Maserus devient le symbole de l'entreprise KSD. C'est alors que sont produits la série des tracteurs D05 en 1965, la traction intégrale et la série D06 en 1968, dont 380 000 modèles seront vendus. Eh oui, 380 000 modèles. Qui pourrait croire que Dodge avait puis a toujours quelque part une grande notoriété dans le monde agricole. Aussi, en 1970, en Argentine, a été lancé les modèles suivants: A46 SV, A65, A65 Canero, A85, le A100, le A130 et le A144. En effet, nous arrivons en c'est 2 ans auparavant que Dodge Far est né, comme je vous l'ai dit au début. Eh oui, après la prise de contrôle du capital social de Far, Gutmadingen, importante entreprise qui au siècle, bien entendu, au siècle dernier, produisait des outils, comme le faisait aussi Dodge. En 1969, l'achat de Kudlen et Bourg à Lohingen en Bavière, spécialisé dans la production de machines agricoles. En 1972 est présentée la série Intract. Et oui, l'Intract, un tracteur polyvalent doté de multiples attelages automatiques pour l'application d'outils et de cabines. Le relevage à prise de force frontaux, servant tant dans l'agriculture que aussi il a servi dans le génie civil et même l'industrie. En 1978, c'est le lancement sur le marché de la fameuse série DX de Dodge. Alors, qui n'a pas connu les premiers DX, les DX 90, 110, 120, et j'en passe. C'est une nouvelle génération
à boîte synchronisée, un système de lubrification forcée, traction intégrale de série, réglage électronique et relevage, du relevage, pardon, et cabine à suspension élastique. Ces tracteurs vont d'une puissance de 80 à 200 chevaux. En 1981, en Argentine, Deutz a lancé la première ligne de tracteurs Deutz-Fahr avec les modèles suivants: le AX80S, le 80C, le AX100S ainsi que le AX110L, AX100-S, AX120 et le AX160-S et le 160-F. À partir de 1982, tous les tracteurs portent le nom Deutz-Fahr. En 1992, Deutz-Fahr atteint l'objectif du millionième tracteur produit. C'est en 1993 que les tracteurs Agrostar 671, 681, 831, qui varient entre une puissance de 165 jusqu'à 230 chevaux. Ils adoptent les transmissions électroniques PowerShift produites par le groupe SLH, c'est-à-dire Sam Lamborghini Hurlingman. Alors effectivement, pour ceux qui n'ont pas vraiment connu ces marques, c'est vrai que bon, c'est des marques qu'on voit pas des plus répandues en France. Mais bon, moi j'ai eu l'occasion de les connaître parce que bon, c'était une époque j'ai grandi avec, c'est l'entrepreneur, c'est qu'ils allaient étant gamin, ils avaient un Sam. Je crois que c'était le Centauro, si je me rappelle bien, ou le Centaure, je ne sais plus. Enfin, et donc c'était voilà, c'était une époque où on voyait une grande diversité de marques de matériel agricole que à l'heure actuelle, les marques dominantes, bien entendu, tout le monde les connaît, hein. John Deere, Caz, New Holland, Deutz-Fahr entre autres, Claas. Après, c'est vrai que Kubota, bien entendu, hein, ça qui est, voilà. Bon, c'est vrai que après, il y a des marques, mais voilà, les marques dominantes, on les retrouve dans nos campagnes. Voilà. Enfin, toujours est-il, c'était pour une petite parenthèse. Et donc, après les années 93-94, c'est en 1995 la vente de KHD Agrartechnik GmbH de Cologne pour les tracteurs et de Deutz-Fahr Ernst System GmbH de Lohingen pour les moissonneuses-batteuses et les presses à balles rondes au groupe italien SLH, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Sam Lamborghini Hurlingman, et donc né de cette vente la naissance de Sam Deutz-Fahr Group. En 1997, Klöckner Humboldt Deutz AG sans sa raison sociale en Deutz AG. La nouvelle société se concentre sur le développement et la production ainsi que la distribution et l'assistance pour moteurs dans la gamme de puissance allant de 7 à 7400 kWh. C'est des tracteurs, bien entendu, on pourrait énumérer tous les tracteurs qui ont pu être produits par Deutz, par Fahr et SLH. Mais je pense que j'y reviendrai en détail comme je le fais pour d'autres marques. En effet, Deutz-Fahr, c'est franchement, moi personnellement, quand j'étais gamin,
parce que bon, bah oui, j'ai été enfant, hein. C'est vrai que bah, dans les années, on va dire 70, ouais, enfin même plus de 70, à dire 72, 74, le premier gros Dutch que j'ai vu, c'était le 130-06, si je dis pas de bêtises, ou le 100-06. Non, 130-06, ou 100-06. Non, 130, non, c'était le 130-06. Le Dutch 130-06, c'était un agriculteur qui était ami avec justement le petit agriculteur voisin, et qui n'avait pas de tracteur d'ailleurs. Et donc, bon, vu que c'était le fils d'un agriculteur qui, bon, déjà avait une grosse exploitation, et qui était ami, parce que bon, évidemment à cette époque-là, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas Instagram, Facebook, Messenger. Donc, bah voilà, les jeunes se rencontraient dans les bals, liés amitié, voire plus, hein, bien entendu. Et donc, bah ils avaient, bah, c'était une bonne bande de copains, et donc ben, ils se rendaient service les uns les autres, et c'était la belle époque où, voilà, moi, bon, bah, je vous dis, j'avais 6 ans, 6 ans et demi, j'en avais plein les yeux, parce que ben, les premiers tracteurs que j'ai vus, bien sûr, c'était les tracteurs des fermes qui étaient du bourg, quoi, c'est-à-dire, à cette époque-là, bon, dans le secteur de Saint-Mardouilly, enfin dans le secteur, juste à Saint-Mardouilly, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 fermes. 5 fermes pour un petit bourg de, ouais, on devait être ouais, une quarantaine d'habitants, quoi, en gros. Donc vous voyez un peu, à l'heure actuelle, il reste réellement, je dis bien une ferme, hein, qui malheureusement je ne sais pas ce que ça deviendra, parce que bon, je ne pense pas qu'il y ait de repreneurs derrière, donc je pense que de toutes ces fermes, bah il n'en restera plus du tout. Mais oui, c'est comme ça. Mais bon, mes souvenirs d'enfance, donc je vous disais, pour les tracteurs, c'était soit le N72 ou le D22, ou voir le Pony, hein. Donc voir ne serait-ce que l'entreprise, c'est qu'ils allaient, étant gamin, voir le 624, le 724, le SAM, qui avait bien vécu, parce que de toute façon, il y avait plus d'alternateur, donc bah fallait le démarrer à la poussette. Donc, ah bah une fois qu'il avait démarré, le pépère, hein. Mais par contre, fallait pas caler avec, sinon bah il y avait plus qu'à attendre de prendre un autre tracteur et puis tirer dessus pour le redémarrer. Mais c'était, voilà, c'était une autre époque. Franchement, c'était une belle époque. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, ben, j'essaye de faire toujours au mieux, d'apporter quelques anecdotes de ma vie personnelle, de mon enfance, de mon adolescence, et puis du passage à l'âge adulte, hein, comme par exemple d'avoir pu acquérir, ben, bien sûr, il y a quelques années, hein, dans les années 90, début des années 90, le Dutch DX110 ainsi que le 120, avec cette fameuse boîte avec les... Alors, il y avait les vitesses lentes et ultra lentes, hein, c'est-à-dire vraiment, alors là, n'importe quel... Enfin, même un escargot pouvait aller peut-être plus vite, peut-être. Mais ben c'est vrai que j'ai vu des tracteurs comme des Ford qui essayaient de tirer des camions qui étaient pris soit dans la neige ou des fois des camions qui s'enlisaient. Ben ils n'y arrivaient pas parce qu'ils patinaient. Le Dutch, lui, en vitesse rampante, hein, voilà, cherchez le mot, les vitesses rampantes, et ben ça sortait. Et on ne cassait rien. Un tracteur, enfin moi c'est des tracteurs, bon peut-être un peu bruyants, c'est vrai pour l'époque, mais franchement,
Point de vue entretien, bah, c'est vrai que le refroidissement à air, ça éliminait pas mal d'entretien. Même les mouettes se battent, hein, d'ailleurs, avec les moteurs Dutch à refroidissement à air. Donc, bon, là où que Dutch Phare a... Alors, bon, Phare avait réussi plus ou moins à passer un accord avec Mansell, ou Mengele, ou Mengele, comme vous voudrez, pour la fabrication d'ensileuses automotrices. Dutch Phare s'est dit, tiens, nous on va se lancer sur le secteur de l'ensileuse automotrice. Bon, ils sont peut-être pas lancés au moment qu'il fallait, trop tôt ou peut-être trop tard, dans un secteur déjà qui a été pris d'assaut depuis des années, bien auparavant, par Claas, par New Holland, par aussi John Deere, qui sont toujours quelque part les marques prédominantes dans le système de l'ensileuse automotrice. Dutch Phare s'est dit, avec la Zigan, on va... voilà. Alors, ils ont mis de l'énergie, ils ont mis de l'argent, bien sûr, dans une étude de produit, dans une étude de marché, malheureusement... Alors, bon, ces machines-là, il ne doit pas en rester beaucoup, je pense. Alors, si vous en connaissez, n'hésitez pas en commentaire à m'en faire part. Mais franchement, bon, elle n'était pas si mal réussie que ça, cette machine-là. Mais bon, après, elle n'avait pas un débit de chantier vraiment énorme, des petits problèmes de conception. Je pense que s'ils étaient arrivés dans un moment où que, voilà, le secteur était plus ouvert, peut-être qu'ils auraient peut-être pu percer dans le système de dans le marché de l'ensileuse automotrice. Malheureusement, bon, je vous dis, ils sont peut-être arrivés trop tôt ou trop tard. Et aller développer une machine, oui, comme l'a fait par exemple Fendt ou Krone d'ailleurs, bien avant Fendt, ils sont arrivés, pour ainsi dire, d'une page vierge et ont développé une machine. Voilà, encore une fois, peut-être que Krone et Fendt, bon, c'est pas les mêmes groupes non plus, sont peut-être arrivés dans un moment où il y avait une demande croissante de renouvellement du parc d'ensileuses. Mais toujours est-il que ils ont eu la possibilité et le temps de pouvoir évoluer et de moderniser et d'équiper leurs machines de façon à ce qu'elles deviennent une marque, Krone reconnue, mais et fiable. Et donc, pour Dutch Phare, la production de la Dutch Zigan n'a pas duré bien longtemps. Malheureusement, c'est comme ça. Moi, j'aimais bien, pour l'époque, la physionomie, elle était plutôt sympa. Enfin, voilà, toujours est-il, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à visionner cette vidéo. On se retrouve jeudi pour ceux qui aiment le matériel TP, pour une nouvelle vidéo, comme tous les jeudis, depuis la semaine dernière, voilà, on parle de matériel de terrassement et de travaux publics. Sur ce, pour les passionnés de matériel agricole, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à mardi prochain. Gros bisous, portez-vous bien, bon courage, que vous soyez éleveur ou éleveur, céréalier, entrepreneur de travaux agricoles ou tout simplement passionné par le monde du machinisme agricole. Voilà. Allez, sur ce, bis les amis, bonne semaine, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Bye bye.